Fait. Voilà, donc on m'a demandé de parler pendant un petit quart d'heure, là, 10 minutes, un quart d'heure de la cannulation fémorale. Je remercie donc Pierre Bourgoin là, qui m'a invité. Il m'a demandé de faire un topo très pratique, hein, donc ce que je vais essayer de faire. Donc moi, j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie. Alors juste un petit mot quand même sur le matériel chez l'adulte. Bon, bien sûr, il va vous falloir une console, quelle qu'elle soit, la marque que vous voulez, le circuit, la marque que vous voulez. Alors, la canule artérielle, on va être gros, hein, c'est des canules relativement courtes. Je vous ai mis un stylo à côté. Donc, ça doit faire, je ne sais pas, 25 cm à peu près. C'est des calibres de 21 French, 23, 24 French. Bon, ça dépend des marques. Il y a des marques avec des French pairs ou impairs. Mais c'est quand même des gros calibres assez courts. Il faut être très vigilant parce que si ça se décanule, on en reparlera, mais ça peut être vite compliqué. À l'inverse, la canule. Finalement, l'anatomie va vous expliquer toutes les complications que vous allez avoir. Donc, une des complications de l'abord chirurgical, notamment, vous voyez au niveau du nerf ici, bah, ça va être souvent, vous aurez des patients qui auront des hypoesthésies, hein, des anomalies un petit peu sensitives, musculo-cutanées de la cuisse jusqu'au genou, en général, face antérieure de cuisse. Bah, ça, c'est votre chirurgien avec son écarteur, avec, voilà, ça, c'est typique. Ça, c'est une lésion nerveuse qui, en général, récupère, mais c'est souvent long, ça prend plusieurs semaines. Ici, je vous ai mis les vaisseaux. Donc, il faut mettre la reperfusion dans l'artère fémorale superficielle, hein, pas dans la profonde. Donc, vous devez vraiment piquer la superficielle, soit percutanée, vous mettez un petit peu plus bas, soit quand vous abordez, il faut bien que le chirurgien aille sur le trépied fémoral et on met la reperfusion dans la superficielle. On met des reperfusions plus grosses qu'avant. Avant, on faisait du 5-6 French, on met plutôt 8-9 French. La veine, nous, certaines équipes, il y a longtemps, je ne crois plus qu'on le fasse, mais mettaient des reperfusions dans la veine pour éviter l'œdème. Parce que comme la canule veineuse fait une stase, bouche un peu la veine aussi, l'artère, mais aussi la veine. Euh, il y en a qui, bon, moi, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais eu spécialement d'œdème du membre inférieur. Donc, je mets une reperfusion en artérielle, mais je n'aspire pas le sang veineux en aval. On pourra en discuter. Bon, après, je trouve que ça devient compliqué, donc non, à mon sens. Il y a toute la lame ganglionnaire, là, donc on en parle assez peu dans les papiers de ces complications lymphatiques que je vous ai remis ici, au niveau du fascia criblé, du fascia cribiformis. Mais ça explique pas mal de complications, notamment un type de lymphocèle. Donc le lymphocèle, c'est le kyste de lymphe qu'on va ponctionner éventuellement. La lymphorée, donc là c'est la même chose sauf que ça coule. Donc voilà, cette anatomie, elle n'est pas inutile à rappeler parce que vous retrouvez beaucoup de complications loco-régionales. Alors comment est-ce qu'on implante chirurgicalement? Donc il y a plusieurs possibilités au pli de laine. D'abord à l'installation, moi je pense qu'il faut mettre les deux scarpas dans le champ systématiquement. Je vais mettre la pause peut-être là-dessus. Il faut mettre systématiquement les deux scarpas dans le champ parce que des fois, on ne monte pas d'un côté, on est content d'avoir mis l'autre côté dans le champ. On a un problème sur l'artère, on peut canuler de l'autre côté, mettre l'artère d'un côté, la veine de l'autre côté. Donc moi, j'essaye de mettre toutes les canules du même côté, mais je mets toujours systématiquement les deux scarpas dans le champ. On chambre jusqu'à l'ombilic de façon à pouvoir faire un abord rétropéritonéal, une voie de Lorich si jamais il y a un problème sur une iliaque, et assez bas aussi pour pouvoir justement accéder à une superficielle athéromateuse un peu plus bas.
J'ai fait pendant longtemps des petites ouvertures, comme j'avais appris à la pitié initialement, transversales dans le pli du slip, là. C'est sympa parce que ça ne se voit pas du tout. Les gens, après, ils n'ont vraiment aucune cicatrice, les jeunes femmes, etc. J'ai arrêté, je suis repassé au longitudinal parce que c'est très bien, mais si jamais vous tombez sur une artère calcifiée, athéromateuse, la nuit à 2 heures du matin, vous allez vouloir vous mettre plus bas ou canuler ailleurs. Et donc, moi, je préfère maintenant l'incision longitudinale. Certaines équipes font sortir leur canule comme ça, directement dans la cicatrice. Moi, j'aime pas trop ça parce qu'on parlait d'infection. Bah là, l'infection, elle est directe au scarpa. Donc, moi, je suis très partisan des contre-incisions de ce type. Donc, on met un petit peu à distance quand même le site opératoire et la plaie des canules pour la contamination bactérienne qui est inéluctable. Et aussi, je trouve que ça tient un petit peu mieux les canules pour les transports. Quand vous allez au scanner, je trouve que ça les tient un petit peu mieux. Donc, je vous l'ai dit, nous, on le fait systématiquement sous écho, hein, même en réa ou au bloc, sauf vraiment la seule exception, c'est elle, là, ça c'était il y a quelques temps, c'est une ECMO sous massage. Ça, là, je vous ai mis la version courte, j'ai la version longue de cette ECMO sous massage que je mets, ça dure moins de 7 minutes. Hein. Donc, ça peut être mis voilà, en moins de 10 minutes, l'ECMO est mise, hein, normalement, hein, quand on a l'habitude. Le bolus d'héparine, il est classique, vous le trouverez partout dans la littérature. On fait un petit bolus de 5000 unités d'héparine et ensuite on met un pouce seringue. Avec 5000 unités d'héparine, vous êtes tranquille, une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est des doses de vasculaire. Hein. Je le fais tout le temps, sauf pour les ECMO sous massage ou les malades vraiment très très graves où, enfin, sous massage, il n'y a plus de coag, il n'y a plus rien, on va déjà ramer sur la biologie. Donc souvent, je mets une ECMO sans héparine, je ne sais pas s'il faut le recommander, mais bon, je flush bien mes canules et je pars rapidement en CEC. Bon, voilà. Les tips and tricks, donc c'était un peu ce qui m'était demandé. Donc, pour ce qui est de la cannulation fémorale, avant, on mettait des énormes pansements avec des absorbants, des Américains, parce qu'on disait ça va saigner, etc. Bon, on en est revenu complètement. Nous, c'est plutôt juste un petit pansement sec. À la limite, je pense que le cache-misère qui va prendre 600 millilitres de sang et imbiber le pansement en réa, ce n'est pas forcément une bonne idée. Après tout, si ça saigne, autant qu'on le voit. Donc, on met un pansement maintenant, nous, assez simple, juste une compresse et un pansement sec. Et ça ne doit pas saigner, sinon c'est qu'il y a un problème. Je ne suis pas partisan des upsites. Alors, je sais que souvent les réanimateurs, vous aimez bien pour les KT, etc. Moi, j'aime bien que ça respire un peu parce que justement, c'est souvent au pli de laine, ça macère et c'est un peu, ça saignote un petit peu. C'est bon pour en discuter. Attention à la fixation de vos lignes. Donc, nous, avant, bon, soit vous mettez plein de fils comme ça en barreau d'échelle et vous mettez 10 fils sur la peau. Bon, nous, on en met un ou deux et on utilise ce système-là de Hollister qui est très, très solide. Hein. Ça, c'est vraiment très solide que connaissent souvent les perfusionnistes. Il y a d'autres marques, hein, mais ça, par contre, ça tient vraiment bien pour les transports. Dans les lits, souvent, on met système de fixation pour les canules aussi. Et avec tout ça, on peut faire du DV. Hein. Je vous ai mis une photo d'un patient en DV avec une cannulation fémorale. Si vous allez au lit du malade et que vous vous promenez dans votre hôpital pour mettre des ECMO, je vous conseille d'avoir une lampe. Une lampe frontale, c'est devenu parce que les petits cialytiques de réa, ils sont jamais assez puissants, ils sont jamais bien placés. Donc le ciel, voilà, ça c'est vraiment une petite lumière froide. Et puis après, ben voilà, avec des cannulations fémorales, ben vous vous promenez un petit peu partout. Si vous avez bien sécurisé vos lignes, si elles sont bien attachées, on peut aller au scanner, on peut prendre les ascenseurs, on peut faire tout ça. Un petit mot sur la reperfusion. Donc, bon, voilà, pour moi, c'est indispensable. Elle est systématique pour moi, en tout cas. Je ne joue pas, j'ai envie de dire. Et cannulation fémorale égale reperfusion. Le problème, c'est pas de mettre les deux tuyaux dans les deux gros vaisseaux. Hein. Le problème, c'est de mettre la reperfusion bien parce que sinon, on est revenu. Et si on revient et qu'il y a une ischémie, déjà, le malade est grave. Alors, si en plus, on a l'ischémie de patte, ça devient vraiment franchement compliqué. Donc, moi, je mets une reperfusion dans la superficielle, la plus grosse que peut autoriser la superficielle. Hein. Donc, je vous ai dit, un peu plus gros que voilà. Il y a d'autres façons de faire. Hein. Il y a des équipes qui vont mettre, vous voyez, par exemple, ici, on peut coudre en T, en terminolatéral. Vous pouvez coudre un petit tube de Gore-Tex ou d'Acron, et puis vous mettez votre ligne directement avec un petit raccord et vous perfusez comme ça la jambe. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon, moi, je ne suis pas fan parce que c'est quand même une prothèse. Donc, c'est du matériel qui va probablement s'infecter.
Deux, quand vous êtes en réanimation au lit du malade, il commence à faire de la chirurgie vasculaire et coup d'une prothèse, on n'est pas au bloc, ça me semble compliqué, le malade est grave et il faut aller vite en général, hein. L'ECMO, on ne va pas y passer 3 heures non plus, il faut vite revasculariser le malade. Mais bon, sachez que ça existe. Donc les avantages de la cannulation fémorale, bah, vous aurez compris, c'est que normalement tous les chirurgiens cardio-thoraciques de France et vasculaires doivent pouvoir mettre une ECMO en moins de 10 minutes, un quart d'heure maximum. C'est deux gros vaisseaux relativement proches sous la peau. On en a fait pas mal sous AL aussi. On pourra en discuter sous local. Si vous avez un patient qui n'est pas moribond, enfin pas encore trop moribond, avec un peu d'hypnose, j'ai des anesthésistes qui font ça là. Sachez que c'est tout à fait possible et qu'ils ne sentent pas, hein, les canules dans les gros vaisseaux. C'est juste la peau et la sous-peau. Moi, je pense que c'est vraiment la voie à privilégier, hein, sur les malades instables en massage cardiaque externe. Je ne vous ai pas mis, ce n'était pas le sujet, hein, mais sachez qu'il y a aussi de la cannulation axillaire, hein. Il y a pas mal, il y a notamment Bichat qui a publié récemment une belle série de cannulations axillaires. On en a fait aussi, ça marche aussi, pourquoi pas, mais ce n'est pas les mêmes malades à mon sens, hein. Quand on est sous massage ou dans un lit en réanimation, moi je ne me vois pas coudre un tube sur l'axillaire. Ça autorise le percute, ça autorise la chirurgie. Je vais y revenir. Vous avez deux sites possibles, à droite et à gauche. Et puis surtout, bah, l'avantage de la cannulation fémorale, c'est qu'en plus, de l'autre côté, vous rajoutez le ballon. Ça a des inconvénients. Bon, d'abord, anatomiquement, hein, on est quand même près du périnée, donc le risque infectieux est probablement plus fort que sur une axillaire, par exemple. Chez les patients très obèses, ça peut être un souci, hein, avec des plis, des mycoses, des difficultés de cicatrisation, donc ça peut être un souci. Souvent, vous êtes la nuit, vous ne connaissez pas le malade, hein, vous débarquez en réanimation, il est 2 heures du matin. L'ECMO, c'est chez l'adulte, souvent chez des gens de 60 ans, 65 ans. Donc, de temps en temps, on tombe sur des artères athéromateuses. Bon, ça peut être un peu compliqué. Il faut prendre une plus petite canule, canuler de l'autre côté, etc. Vous allez avoir un flux rétrograde, mais à part d'être en centrale, vous avez toujours un flux rétrograde, y compris sur la cannulation axillaire. Alors, il y en a peut-être moins, mais quand vous faites une ETO sur une cannulation axillaire, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de flux qui revient quand même dans la horte ascendante, hein. L'inconvénient majeur, c'est, je pense, le risque d'ischémie de membre inférieur et puis des malades qui sont alités et qui doivent avoir la rectitude du membre inférieur. Les complications, bon, je vous ai mis les principales, on pourra en discuter, hein. Rarement, il y a l'échec, on ne peut pas monter. Bon, à ce moment-là, bah, en général, on passe de l'autre côté, on arrive quasiment tout le temps à passer quand même soit d'un côté, soit de l'autre, hein. L'hématome du psoas, les saignements, donc tout ce qui est hémorragie, bah, on peut faire des bourses autour des vaisseaux. On peut les mettre sur lac et les serrer. Bon, après, c'est de la chirurgie, on a des trucs et astuces, mais on a des techniques chirurgicales pour faire en sorte que normalement, ça ne saigne pas, ou le moins possible. On a pas mal d'hématomes de psoas, je ne sais pas si vous en avez ou pas. Ça, c'est sur les mouvements, je pense, en réa, quand le malade bouge, sur les canules, dans la veine iliaque. On peut avoir des hématomes des psoas qui peuvent être redoutables et précipiter le décès du patient. Les désunions, les infections, on en a parlé, la lymphorée, le lymphocèle, les troubles sensitifs nerveux de QI, j'en ai dit un mot. L'ischémie, hein, c'est exceptionnel, mais ça, c'est une patiente rennaise, malheureusement, elle a survécu, mais amputée de jambes. L'œdème aigu pulmonaire, bon, ce n'est pas spécialement le sujet, mais c'est vrai que quand vous mettez une cannulation fémorale à quelqu'un qui a un mauvais cœur, vous risquez de vous taper l'OAP, d'où la nécessité de décharger systématiquement ou pas. Le syndrome Harlequin aussi, lorsque votre cœur récupère, hein, avec une cannulation fémorale, on peut être embêté avec un syndrome Harlequin. Pour en discuter, il faut rajouter à ce moment-là une canule en haut. Bon, les problèmes de décannulation, mais qui sont, je pense, les mêmes avec une canule axillaire ou centrale, hein, voilà. Après, bon, vous verrez des contre-indications. Bon, les contre-indications, je ne me suis pas appesanti dessus. Il n'y en a pas beaucoup finalement, hein. La prothèse, il faudrait vraiment que le malade ait un aorto bifémoral. Bon, les dissections, et encore, même dans les dissections, c'est marqué encore contre-indication, mais on le fait tous. Ça nous arrive de mettre des ECMO dans des dissections, ils ne meurent pas tous forcément. Donc, les contre-indications, elles sont quand même relativement faibles, à part vraiment, s'il n'y a plus de valve aortique, vous allez avoir aussi une insuffisance aortique avec un OAP. Peut-être qu'il faut mieux être en centrale. On en rediscutera, je pense. Voilà. Bon, on en a déjà pas mal parlé, les avantages de la chirurgie, les avantages du percutané. Les avantages de la chirurgie, à mon sens, c'est quand même beaucoup plus safe. On voit où on est. En termes de lésions traumatiques, d'accidents, on sait où on met les vaisseaux, on les met sous contrôle de la vue. Les inconvénients, c'est qu'il vous faut quand même un chirurgien, il faut une petite logistique, il faut la lumière, un bistouri électrique, du matériel. Le percutané, bon, je ne sais pas si on fait la course qui gagne entre un chirurgien et un percute. Je fais aussi du percute. Bon,
Là, il faut vraiment savoir piquer sous écho. Il faut commencer par la reperfusion parce que sinon, après, vous n'aurez plus de flux. Si vous avez mis vos deux gros vaisseaux, enfin, vous n'aurez plus de flux dans votre fémoral. Donc, il vaut mieux commencer par la reperfusion. Mettez vos trois guides. Ensuite, vous dilatez et mettez au moins le guide dans la fémorale superficielle. Bon, on peut tout, hein, on peut tout, mais sous massage, moi, je préfère ouvrir. Je pense que c'est plus simple. Là, le sang est noir. Où est-ce qu'on est? Ça bouge. Il y a la planche à masser. Est-ce que c'est artériel? Est-ce que c'est veineux? Bon, voilà. Ce qui est sûr, donc il y a plusieurs papiers, hein, je n'ai pas remis, mais ça vous a été présenté, là c'est le papier de la piquée. Il y a quand même en tout cas des avantages a priori du percutané chez l'adulte, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins d'infections au Scarpa, et ça c'est quand même très important. Ils développent même des systèmes pour faire de l'explantation percutanée. Bon, avec le Manta, on l'a essayé à Rennes. Bon, je serais très prudent là-dessus. Peut-être c'est valable de faire une explantation percute sur un patient qui a une ECMO 2 jours, 2, 3 jours, mais quand vous avez eu 15, 17 jours d'ECMO, en général, bon, c'est bien de faire un coup de Fogarty, une thrombectomie, de reconstruire l'artère. Enfin, voilà, je ne suis pas forcément fan, sauf si c'est vraiment une ECMO mise en place pour un geste court, quoi. Sachez que voilà, c'est un papier de 2021 de Critical Care multicentrique, notamment de Mondor, etc. Voilà, c'est sur le percutané. Ils les mettent en salle de choro, ils les retirent en salle de choro, ils font un crossover avec un ballon. Voilà, on peut tout faire, hein. On peut implanter, explanter sous ECMO. Maintenant, bon, voilà, faut être en salle de choro, il faut un malade qui n'est pas en arrêt cardiaque. Il faut aussi retirer l'ECMO en salle de choro. Je dirais que percutané ou chirurgical, ça dépend de 3 choses. Ça dépend du site, où est-ce que vous êtes. Si vous avez une défaillance, vous êtes au bloc, bah, peut-être plutôt, vous n'avez pas la salle hybride, vous n'êtes pas, voilà, plutôt chirurgie. Si vous êtes en salle de cathétérisme en train de faire une choro sur un choc cardiogénique et que le cardiologue a déjà les intros sur un TAVI, bah, on peut faire percute, c'est pratique. Donc ça va dépendre du site où vous êtes. Ça va dépendre de l'opérateur. Est-ce que vous êtes réanimateur, cardiologue interventionnel, chirurgien? Est-ce que vous avez la maîtrise de l'écho pour piquer? Ça va dépendre du malade. Est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il est sous massage? Et ça va dépendre du matériel dont vous disposez, à mon sens, notamment la reperfusion armée dont je vous ai parlé. L'explantation, elle est encore très fortement chirurgicale. Au bloc opératoire, ce n'est pas toujours facile, hein. À mon sens, on met ça en fin de programme. D'abord parce qu'on peut se casser la gueule sur le sevrage. Finalement, on peut être amené à remettre l'ECMO en catastrophe. Donc, il faut vraiment avoir une ETO en place, voir les drogues, les amines, prendre son temps, à mon avis. Éviter de faire ça la nuit. Et puis, ça peut être une chirurgie vasculaire un peu tricky. De temps en temps, il faut mettre un patch de péricarde ou un patch de saphène, faire un petit pontage fémoral profond, un trépied. Donc, voilà, c'est gage aussi des suites. Lorsque vous avez réussi quasiment à sauver le malade, si jamais derrière, c'est pas bien fait, il y a l'hématome, il y a l'ischémie, on repère tout, quoi. Donc, l'explantation de l'ECMO, elle n'est pas à bâcler. Euh, Moi, il m'arrive de temps en temps de la mettre au programme, de demander à un chirurgien vasculaire de venir quand je sais que ça va être compliqué chez l'obèse. Voilà, il faut mettre toutes nos chances de notre côté, j'ai envie de dire. Voilà. J'évite autant que possible de mettre une prothèse. Ça m'est arrivé, à ce moment-là, je mets un petit tube argenté, mais c'est rare. Et quand je reconstruis, je mets soit un patch de péricarde qu'on fait sortir, soit un patch avec une veine saphène. Je fais très largement une thrombectomie à la Fogarty pour être sûr d'avoir un bon flux en amont et en aval. Ça, ne faut pas hésiter. Euh, voilà, on en discutera aussi si vous voulez. Peut-être pour finir, j'espère que je ne dépasse pas trop le temps de parole, je termine là-dessus. J'ai trouvé ce papier là de 2021, je trouve rigolo, sur l'utilisation d'une nouvelle canule de chez Medtronic, oui c'est ça, la Biomédicule Next Gen, alors je ne le connais pas, qui permet de faire 2 en 1. Donc eux, avec l'habitude maintenant bah, des voies transseptales, des mitraclips, des triclips, des TAVI, de la cardiologie structurelle, ils mettent les ECMO autant que possible en salle de choro et hop, regardez, ils mettent à la fois la décharge de l'oreillette gauche et l'ECMO véno-artériel classique. Ça peut être intéressant. J'avoue que je ne l'ai pas encore commandé ni essayé, mais je voulais vous le signaler. Voilà, pour finir, donc la cannulation fémorale chez l'adulte, ça arrête notre 4x4, hein. C'est la voie de l'urgence. À mon sens, c'est systématiquement une reperfusion, mais on peut en discuter, hein. Certains vont mettre une plus petite canule ou tourner un plus petit débit. Bon, on peut en discuter. Je ne suis pas opposé au percutané, au contraire, je pense que c'est intéressant.
Je ne pense pas qu'on pourra faire toutes les ECMO percutanées, mais ça doit se développer. À Rennes, on essaye de le développer. L'explantation, vous aurez compris que je pense qu'elle doit rester pour l'instant chirurgicale, en tout cas à mon sens. Et puis, il y a des complications propres à ce site, hein, c'est l'arlequin, l'OAP. Et puis, voilà, moi, je pense que c'est une cannulation vraiment à privilégier, qui reste d'actualité, et d'autant plus qu'on peut, dans le même temps, y associer un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long, et je suis à votre disposition pour les questions. Merci à tous. Merci pour cette excellente présentation qui nous donne à nous, pédiatres, la vision de ce qu'on peut faire chez l'adulte, avec des choses vraiment très, très intéressantes sur la dernière canule. Il y a plein d'idées novatrices. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont des questions sur le chat. Il y a quelques questions, mais on peut les à l'oral. Il y avait des questions à la fin de la présentation précédente. Sébastien Collen à Perpignan qui dit quel matériel de revascularisation fémorale utilisez-vous chez l'enfant? Ah oui, vous m'entendez bien là? Oui. Oui, on t'entend, Philippe. Donc, qui peut répondre à cette question sur le matériel chez l'enfant fémoral? Je vais peut-être essayer de répondre. Oui. L'ECMO fémoro-fémoral chez l'enfant, ça pose plusieurs problèmes, hein, effectivement, et la reperfusion en est une principale. Personnellement, j'utilise des voies centrales, toutes simples, parce que mettre une canule de petit calibre, c'est compliqué. Le matériel percutané n'existe pas. Donc, le plus facile, finalement, c'est une voie centrale monolumière. Après, ça dépend du poids, de la taille de l'enfant et de la taille des vaisseaux. Juste pour rebondir sur cette question, oui. Merci Philippe. Merci pour les orateurs pour ces très claires et très synthétiques présentations. Une question finalement pour les deux, parce que qui va être un peu à la frontière de la pédiatrie et de l'adulte. Quid de l'ado, qui est un grand enfant ou un jeune adulte? Je suppose que même Erwan, tu as dû en avoir, hein, des patients de moins de 18 ans que tu as dû gérer. Voilà, j'y pense parce qu'on en a un peu dans le service. Ça lui pond au nez et on hésite encore. On ne sait pas par quel. On a notre idée, mais on ne sait pas par quel accès l'aborder finalement. Parce que les vaisseaux, même si. On va prendre un cas clinique. 15 ans, 40 kilos, besoin d'une assistance, on passe par où? Vous m'entendez là? Oui. Oui. Ah, c'est une bonne question. Moi, je resterai fémoral quand même. Il y a aussi un petit truc de chirurgien là. La fémorale, elle est quand même plus résistante. C'est pas la même paroi qu'une artère axillaire, hein. Qui est souvent un peu plus délicate ou fragile pour nous. Donc, moi, je crois que je resterai sur une cannulation fémorale. Et pour éviter les problèmes de reperfusion, tu mettrais un Gore-Tex ou... Et là, ça peut peut-être être une indication de coudre un petit tube prothétique. Là, peut-être que je mettrais bien un petit tube prothétique, par exemple. À trousseau, et puis la canule veineuse, tu la mettrais quand même du même côté ou tu la mettrais préférentiellement de l'autre côté pour éviter l'effet de compression veineuse également? Je la mettrais de l'autre côté. Merci. À trousseau, on resterait en fémoral. Vas-y, Eric. Sur votre patient à 40 kg, on restera à trousseau, on le canulerait en fémoral aussi, je pense. Et alors, on n'a pas l'habitude de coudre des prothèses, mais ce serait peut-être une très bonne idée. Mais du coup, on utiliserait un cathé de reperfusion artérielle. On prend des cathés artériels souvent. On a essayé les canules de petite taille, mais c'est assez traumatisant pour les artères. Et du coup, on utilise souvent des cathés artériels ou alors les guides armés, les canules armées. Là, on a commandé ça, mais le problème, c'est qu'ils sont très longs pour des enfants, pour reperfuser la fémorale. Donc, vous considérez la moi limite aussi, je resterai en fémoral. au Scarpa? Oui. Pardon. Oui, personnellement aussi, je resterai en fémoral. Après, il y a le matériel, il y a souvent les canules veineuses aussi qui font défaut parce que il y a des longueurs chez les enfants qui ont une distance entre le thorax et
le Scarpa courte, c'est compliqué de trouver des bonnes canules, de se mettre dans des bonnes positions. Mais c'est plus l'artère qui pose un problème, surtout chez les jeunes filles avec des petites artères. Ouais. souvent de petits calibres. Elles sont de bonne qualité, elles sont rarement calcifiées, donc ça autorise pas mal de choses. Je vais juste apporter une petite. C'est vrai que c'est un petit peu le sens du topo, c'était de discuter de ces poids limites. Alors, la question, je pense qu'elle est importante, notamment dans le cadre des collaborations entre les centres adultes et pédiatriques en dehors des centres ECMO, puisque presque tous les CHU adultes sont des centres ECMO et donc peuvent participer à la mise en place d'une assistance chez l'enfant, tandis que peu d'équipes pédiatriques dans ces CHU sont en capacité de le faire. Donc, quand on avait monté le réseau UMAC là, du Grand Ouest, on a donc interrogé tous les centres adultes pour envisager un partenariat avec eux. C'est clair que tous ont répondu qu'ils sont plus à l'aise avec la cannulation fémorale. Je ne sais pas si Erwan, des chirurgiens seraient à l'aise avec une cannulation carotido-jugulaire si on leur posait la question. Et donc ça, c'est une question pour toi. Et la deuxième remarque, c'est donc nous, en tout cas, les CHU interrogés donc de Brest, de Rennes, d'Angers, de Poitiers ou de Tours, en tout cas, considère un poids limite à 20 à 30 kg selon les centres pour faire une cannulation fémorale. Et jusqu'à présent, en tout cas, aucun chirurgien adulte ne s'est présenté pour faire une cannulation, en tout cas du cou, chez un bébé, en attendant l'arrivée d'une équipe mobile. Erwan, je ne sais pas si ce serait quelque chose d'envisageable ou... Après, tout est envisageable. Après, te dire qu'on sera à l'aise, pas forcément quand même, honnêtement. L'abord carotido, jugulaire, ça va. Hein. Mais c'est vrai que c'est le matériel qu'on ne connaît pas non plus. Donc, c'est un peu les tips and tricks, quoi. Hein. Donc, il faudrait à ce moment-là envisager si vraiment on pense qu'il y a un certain nombre d'ECMO par an, etc., peut-être de se réunir, de voir les canules, de voir le matériel, de préparer ça, éventuellement d'avoir un contact, un FaceTime. Enfin voilà, c'est pas impossible, mais comme ça, si demain je suis appelé pour aller à l'hôpital Sud pour implanter un petit en carotido, je vais pas être à l'aise quand même. Hein. Je vais pas être à l'aise. Je connais pas le matériel, je connais pas les canules. Bon voilà, donc il faudrait. Je pense que ça se prépare à ce moment-là. Si ça ne se prépare pas ou si c'est compliqué de le préparer, ben moi, j'irais sur des 20, 25 kilos, 30 kilos, en fémoral. Quoi. À ce moment-là, ça, j'ai pas besoin de ça, ça ira. Mais si on veut qu'un adulte fasse du petit comme ça dans des centres, je pense qu'il faut qu'il y ait une ou deux personnes éventuellement formées. Voilà, c'est un point de vue en tout cas. Pour apporter un élément de discussion sur ce point, c'est vrai que par exemple les chirurgiens qui ont l'habitude de faire de la cannulation carotidienne chez l'enfant, ils vont être très habitués à l'abord et Eric en a parlé. On a été confronté dans certaines situations à partir en UMAC dans des situations où on n'avait pas les chirurgiens avec nous. Sur place, effectivement, on a parfois recours à des chirurgiens adultes vasculaires. Et dans l'immense majorité des cas, enfin dans mes souvenirs, ça s'est toujours bien passé. Évidemment, on amène le matériel, donc et il faut que le matériel il soit évidemment amené parce que les canules sont spécifiques. Mais globalement, c'est peut-être un peu plus long. C'est peut-être pas la cannulation qu'aurait fait un chirurgien pédiatrique. Mais globalement, dans une situation d'urgence, vous y arrivez. Hein. Il n'y a pas de trop de difficultés. Au final, c'est peut-être plus long que ce que vous feriez sur une cannulation fémorale. Mais globalement, c'est quelque chose de faisable. Oui, moi je voulais juste insister sur le fait que s'il y a le matériel, un chirurgien vasculaire ou un chirurgien cardiaque adulte, il va le faire. Je l'ai déjà vécu par ailleurs. Là où le danger est beaucoup plus important, c'est si le perfusionniste n'est pas habitué à démarrer une CEC chez un petit. C'est là où il y a un problème. Mais dans ton expérience, Pierre-Louis, quand vous êtes là, forcément, le matériel est là et vous allez savoir gérer le démarrage.
la cannulation est presque en arrière-plan, parce que ça, un chirurgien va y arriver, même s'il n'a pas l'habitude du tout petit, mais tout dépend qui va être derrière la console. Et il faut des gens expérimentés pour ne pas faire un démarrage en catastrophe. Ça me paraissait l'élément le plus important que si vous avez le matériel, ils font. Vous avez d'autres questions? Alors, il y avait des questions sur le chat de Philippe Durand sur le matériel disponible en percutané pour les canules un quart. Medtronic ne fait pas. Effectivement, Medtronic ne faisait pas de canule percutanée. Alors, il y a peut-être plusieurs marques maintenant. Nous, les canules qu'on a à disposition depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui font toute la gamme du petit jusqu'au 8 French artériel, c'est des freestyle qui sont revendus par Euro7. Et avant, effectivement, moi, j'avais longtemps entendu des centres dire on a des cannulations percutanées, on peut le faire. Et j'avais toujours eu du mal à trouver les références. Alors, il y a celle-là, il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas si d'autres dans l'assistance ont d'autres expériences là-dessus. En tout cas, pour l'instant, on trouve qu'elles sont plutôt convenables. Je laisse Eric en parler sur la partie technique, mais Non, sur la partie technique, elles sont assez bien, effectivement. Je suis d'accord, ces canules de percutané. Et maintenant, on n'est plus du tout limité dans le poids des enfants ou la taille pour les utiliser. Voilà. Mais ça fait effectivement pas très longtemps. On parlait du poids limite entre 20 et 30 kg, mais est-ce que l'élément le plus important, ce n'est pas de mesurer la taille des vaisseaux à l'écho? Parce qu'on peut avoir des surprises, hein, des ados qui font 40 kg, mais à 13 ans, il y a des vaisseaux tout petits ou inversement. Qu'est-ce que vous en pensez, les chirurgiens? De deux choses l'une, soit on a ouvert, donc si on a les vaisseaux sous les yeux, Bien sûr. on demande la taille de canule à notre perfusionniste. Soit on n'a pas ouvert et on est en percutané. Et effectivement, soit on peut prendre les mesures du vaisseau, mais ce n'est pas si évident que ça dans l'urgence. On n'est pas non plus échographiste dopplériste, on est chirurgien, bon, on s'est piqué sous écho, mais bon, souvent on fait encore de façon un peu grossière, artisanale. On regarde le poids, la taille, le gabarit, la surface corporelle. C'est un homme, c'est une femme, il est grand, il est costaud. Et on va avoir tendance à prendre plus petit. En tout cas, pour l'artère, s'il y a un doute, je pense qu'il faut prendre plus petit. Voilà, surtout en percutané, si on ne l'a pas sous les yeux, je crois qu'il faut prendre plus petit, résister des fois à la pression du perfusionniste. Et par contre, mettre une grosse canule veineuse. La canule veineuse ne pose pas problème. La canule veineuse, on peut mettre gros dans la veine. Ça, c'est jamais le problème, la veine. Et au contraire, ça drainera bien, vous aurez un bon débit. Mais la canule artérielle en percute, c'est vrai que je me prends souvent un peu plus petit, je pense, que si j'ouvre, mon point de vue. Et est-ce que vous avez des techniques différentes d'abord des vaisseaux en permassage ou sans massage? Non, non, moi je fais une incision arciforme et on va directement sur les vaisseaux le plus vite possible. Quand on est sous massage, il n'y a quasiment pas de bistouri électrique, hein, c'est quasiment comme une césarienne avec 2 parabofs, hop, et je ne découvre pas tous les vaisseaux, moi juste les faces antérieures et c'est tout, ça va très vite. Donc je fais une incision longitudinale, que ce soit sur du programmé entre guillemets. Un des inconvénients, par contre, j'aurais beaucoup plus de lymphoret et de lymphocèle souvent sur les ECMO sous massage, parce qu'on n'a pas forcément fait une incision arciforme pour récliner la lame criblée, éviter tous les ganglions lymphatiques du pli inguinal. Donc on a souvent plus de complications lymphatiques, je trouve, sur les ECMO sous massage où on a été là où on pouvait. On découvre le malade, il y a la planche à masser, on va là où on croit qu'il y a un pouls, on ne voit rien. Bon, on passe au milieu. Souvent, on passe des fois au milieu des lymphatiques et des fois, on a des lymphoret. Et donc, c'est plutôt après l'artériotomie plutôt qu'une ponction Seldinger à vue avec ponction et montée de guide? Ah non, non, c'est que du Seldinger à vue. Hein. D'accord. Je ne fais pas d'artériotomie. Toutes mes implantations chirurgicales sont en fait du Seldinger à vue. D'autres questions? Oui, tu as 2-3 questions là. Oui, tu vois. Petite question sur les canules percutanées freestyle sont cotées. Oui, elles le sont. Elles sont cotées, elles sont également armées. Maintenant, nous, de notre côté, on n'utilise quasiment plus que des canules cotées, artérielles et veineuses.
Philippe Durand. Oui. Philippe Durand, je pensais que chez l'adulte, une 15 French en reperfusion artérielle fémorale, ça suffirait dans la majorité des cas. Une Ouais. 15 French Ouais, c'est petit. C'est gros plutôt pour la reperfusion. pour la reperfusion du membre ou pour la réinjection artérielle en général? Parce que c'est petit pour une réinjection artérielle si c'est ce qu'on met dans la Oui. fémorale commune. Hein. Ouais. C'est plutôt petit pour un adulte. Hein. Mm. Mais c'est Réinjection. beaucoup. Mais Ah, si c'est pour la reperfusion du membre, gros. c'est trop gros. Hein. Oui, Les- oui. les Réinjection, c'est ça, oui. Ben, j'ai pas la réponse. Ça dépend. Si c'est pas un malade qui défaille trop, je veux dire, si c'est un choc cardiogénique chez un petit gabarit, on peut décider de mettre une petite canule de 15. Comme ça, on ne met pas de reperfusion, on met une petite canule. On dit, bon, le sang passe sur les côtés, je n'ai pas besoin de reperfusion. Pourquoi pas? Vous allez tourner à 3 litres. Peut-être ça peut suffire. Mais si vous avez besoin de tourner plus, vous serez coincé. Si c'est un gros gabarit, vous ne serez pas au débit. Si s'aggrave et que vous avez besoin d'assurer un débit plus important, vous serez coincé. Donc, c'est une politique, pourquoi pas. Je mets des petites canules du 14 et du 15. Je tourne à 3 litres, 3 litres 5, ça suffit. Et je ne mets pas de reperfusion et je n'ai pas d'ischémie. Pourquoi pas? Moi, je préfère mettre une grosse canule et associer systématiquement une reperfusion. Mais bon, voilà, enfin une grosse canule. Une question, globalement, comment les services monitorent la bonne qualité de la reperfusion du membre inférieur? Par quoi vous le monitorez? Comment vous surveillez? Nous, par rien. Ah, Non, enfin, par rien, j'exagère, c'est-à-dire que c'est clinique, quoi. C'est une surveillance clinique, le pouls capillaire, les filles, elles prennent le tour, vérifier qu'il n'y ait pas d'œdème. Donc, c'est une surveillance clinique très rapprochée. On peut mettre un coup de Doppler, éventuellement portatif, etc. Mais ça reste encore malheureusement, hein, peut-être à tort d'ailleurs, très, très rudimentaire. On peut même des fois avoir des ischémies au sevrage de l'ECMO. Notamment si vous avez mis une petite reperfusion de 5 French dans la fémorale superficielle, ou de 6 French chez l'adulte. Et lorsque vous voulez sevrer l'ECMO, vous tournez à 1 litre, bah là, il y a peut-être, je ne sais pas, que 200 millilitres qui arrivent. Et là, donc ça peut poser problème. Je ne sais pas si c'est clair. Je posais la question parce que on est quelques centres à avoir utilisé et d'utiliser pas mal l'ANIRS sur le membre inférieur, ce qui permet justement de détecter précocement ce que tu viens d'expliquer. Une fois qu'on baisse le débit, forcément, de facto, ça baisse le débit de la reperfusion. Et là, l'ANIRS parle très, très vite. Donc, vous le faites systématiquement, Philippe, le NIRS, du coup? Oui. Bah, moi, je suis un apôtre de la NIRS. Alors, on m'a reproché d'utiliser beaucoup de matériel, mais je le faisais tout le temps. Et on le faisait, c'est quelque chose que j'ai enseigné tout le temps, systématiquement. Alors, en pédiatrie, c'est très intéressant sur les grands ados là, dont on parlait tout à l'heure. C'est très intéressant. On a réussi à contaminer un peu la pratique de certains centres adultes, mais c'est vrai que je constate qu'il y a pas mal de centres adultes pour lesquels c'est pas encore. Non, c'est intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi des difficultés d'accès au matériel, peut-être. Oui, c'est ça. Un ou deux pour le Vous en bloc. par exemple, là, je vois Sébastien Collen à Perpignan qui fait pas mal aussi de mise en ECMO en dehors de l'hôpital, qui fait de l'UMAC. Lui aussi, il fait de la NIRS systématique. Au Liban aussi, Issam El Rassi, qui est un chirurgien cardiaque de congénitaux. Bonjour Issam, un type extraordinaire. Et voyez, nous aussi, la NIRS systématique adulte et pédiatrique. Voilà. Donc, ça peut rapporter vraiment beaucoup de renseignements et c'est très précoce. Et je voulais savoir, Pierre-Louis, vous en servez ou pas en pédiatrie? Alors, les rares fois où vous êtes en cannulation fémorale, mais est-ce que vous en servez? Oui, on s'en sert de manière systématique, je ne dirais pas forcément, mais en tout cas, dans les situations où on a un doute, on va y avoir facilement recours. Ça nous est arrivé quand on a, comme le disait Eric, quand on avait fait des reperfusions avec des canules, des petites canules de 5 ou de 6 armées. Dans ces cas-là, on peut sortir sur du tuyau un quart et ça nous est arrivé de faire un monitorage du débit sur la canule de reperfusion. Alors évidemment, il faut que ça soit une canule et on puisse mettre du tubing un quart, soit après, il faut faire un montage un peu particulier.
Mais à partir du moment où on a du 1/4, on peut mettre un débitmètre. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que quel est le débit idéal du membre? Je pense que c'est difficile à évaluer, mais ça permet au moins d'avoir une valeur à monitorer et de se dire que si on était à 150 minutes et puis qu'on passe à 50, il y a peut-être moyen de s'alerter. Mais voilà, ça nécessite peut-être un montage un peu particulier. Ok. Ouais, j'avais une question pour Eric. Bon, tu parlais de dogmes, mais si on veut un peu bouger les dogmes, moi, il y en a un qui m'a toujours qu'on apprend aux jeunes. Hein, on dit bah, la cannulation carotidienne pour les petits, il n'y a pas de reperfusion. Parce que si on met une reperfusion, probablement que le cerveau ne va pas aimer. On en avait déjà parlé ensemble. Est-ce que tu as vu des choses là-dessus? Est-ce que c'est, à ton avis, un dogme qui est non soluble ou il y a peut-être moyen d'imaginer aussi que pour le cerveau, on pourrait reperfuser cette artère carotide du côté de la canule? Je pense que c'est une question hyper intéressante. On en avait parlé à un moment. D'abord, c'est très particulier comme de se dire qu'on lit une carotide et qu'on compte sur un Willis en disant qu'il sera toujours compétent chez l'enfant. Mais ça, c'est peut-être un dogme pour le coup. Et on a quand même vécu des AVC au branchement sur une ligature de carotide. Alors, c'est pas fréquent, hein, mais on a quand même vécu. Et non, je pense que c'est une question hyper intéressante. Je crois que c'est surtout une grosse inconnue. C'est-à-dire qu'on sait absolument. Enfin, j'ai rien vu dans la littérature sur la cannulation carotidienne. Tout ce qui est décrit, c'est une cannulation chirurgicale avec ligature de la carotide en aval. J'ai rien trouvé sur des cannulations sans ligature ou en percutané ou de reperfusion carotidienne. Pour l'instant, j'ai rien vu. Mais je trouve que c'est une question hyper intéressante. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à cette question ou a une expérience d'une autre technique de cannulation carotidienne. Je serais hyper curieux de savoir ce qui est faisable. Je n'ai pas de réponse du tout là-dessus. En tout Je cas, pense que ça va faire l'objet des topos qui arrivent, à mon avis. Exactement. Voilà, C'est ce que j'allais en dire. tout cas, c'est une excellente transition pour la On suite va en parler. des topos.